Bonsoir à tous et merci de nous recevoir sur IHT les RCFM pour ce nouveau numéro de Contraste réalisé en partenariat avec Corse Matin. Le 17 décembre dernier, au terme d'un scrutin historique, il devient le premier président nationaliste de l'Assemblée de Corse. Épouvantail pour la presse nationale et une grande partie de la classe politique française, il focalise beaucoup plus que son alter ego de l'exécutif, les critiques de l'opposition de droite et de gauche, en Corse également, qui voit en lui un indépendantiste pur et dur, inamendable et donc peu fréquentable politiquement, s'entend. Pourtant, au-delà de l'image, il est aussi un homme de compromis qui a pris en compte à la fois les désirs de son électorat et les réalités politiques du moment. Union des nationalistes, pas forcément évidente au départ, dialogue avec l'État, abandon de la lutte armée sur laquelle il a peut-être eu une influence positive, peut-être nous le dira-t-il. Jean-Guy Talamone est aujourd'hui l'invité de Contraste. Jean-Guy Talamone, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors après 4 mois à la tête de l'Assemblée, nous ferons avec vous un tour d'horizon politique aussi complet que possible, politique mais également social et sociétal de la Corse. Là où vous vous trouvez désormais, vous nous direz si votre approche a changé, si la gestion des affaires publiques vous a changé. Vous le ferez avec Roger Antèche de Corse Matin. Bonsoir, Roger. Bonsoir. Et Jérôme Souzine de RCFM. Bonsoir à vous Jérôme. Alors pour commencer, une fois n'est pas coutume, une question qui est à la fois politique mais aussi personnelle. Vous êtes l'objet, je l'ai dit, de toutes les attentions. Vous focalisez sur votre personne beaucoup plus que le président de l'exécutif qui a pourtant le véritable pouvoir. Toutes les critiques. Comment est-ce que vous vivez ça? Alors, vous en moquez éperdument parce que finalement le jeu politique c'est aussi ça. Ou alors vous craignez que ça puisse avoir une influence électorale sur votre mouvement? Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce registre électoral. Aujourd'hui, nous sommes dans le travail. Et je crois que tout le reste, c'est l'écume des choses. Après, il y a un certain nombre... Il y a le jeu, bien sûr, politicien. Il y a également le jeu médiatique. Mais je crois que les choses importantes, c'est autre chose. C'est ce que nous faisons à la collectivité territoriale de Corse, avec Gilles Simeoni et avec l'ensemble des responsables actuels de la CTC. Et nous sommes vraiment, aujourd'hui, très, très loin de ce genre de considération parce que nous avons des dossiers très lourds à gérer. Et vous savez, nous travaillons beaucoup. Oui, mais vous savez très bien que l'aspect médiatique n'est pas négligeable. La presse nationale, certains hommes politiques français vous considèrent quasiment comme un provocateur parce que vous êtes exprimé en langue corse le jour de votre investiture, parce que vous n'êtes pas allé à la cérémonie en hommage au préfet Erignac, parce que vous avez déclaré que la France était un pays ami. Alors, ce qui laissait indifférent lorsque vous étiez un simple conseiller territorial, ça prend quand même une autre ampleur aujourd'hui, une autre envergure. Oui, vous savez, moi je n'ai jamais pris l'initiative de communiquer dans ce registre-là, la France pays ami. Mais à un moment donné, il est tout à fait évident qu'une certaine presse parisienne veut veut faire le buzz, et on vous pose des questions que l'on vous a posées 100 fois. On sait que vous êtes indépendantiste, on vous demande est-ce que vous êtes français, est-ce que vous vous considérez comme français. Bon, évidemment, je ne peux pas dire autre chose que ce que je suis, ce que j'ai toujours été, tout le monde le sait. Moi, je n'ai pas pris l'initiative de parler de la France comme un pays ami, mais je veux dire, sur des questions récurrentes, voilà, bien sûr, et puis je le maintiens, mais je veux dire, en même temps, nous communiquons sur autre chose aujourd'hui, nous communiquons sur notre travail, et notre travail, ce sont des dossiers qui sont considérables pour l'ensemble des Corses. Après, bien entendu, on sait aussi qu'il y a une certaine appétence des organes de presse parisiens pour certaines phrases, etc. Mais il y a aussi... Oui, mais ça doit porter maintenant que vous êtes président de l'Assemblée. Mais en même temps, je veux dire, on sait très bien, on ne peut pas faire quand même, on peut pas faire un vrai scoop en demandant à un indépendantiste s'il est français. Voilà, c'est pas un vrai scoop, c'est quelque chose qui est habillé médiatiquement pour faire un moment donné. Mais enfin, tout ça, franchement, c'est pas le plus important. La France est un pays ami. Vous pourriez d'ailleurs avoir le prix de la phrase politique d'humour. C'était un trait d'humour d'ailleurs, non? Pas du tout. Écoutez, c'est une réponse qui correspond plus à une aspiration qu'à une réalité aujourd'hui. C'est ce que me font remarquer certains jeunes indépendantistes qui disent oui, mais quand même, pour un pays ami, il ne se comporte pas toujours très très bien. Vous voyez, donc il y a différentes manières de voir les choses. Mais pour moi, c'est une aspiration. Je pense que la France devra à un moment donné, et puis je pense qu'on n'en sommes pas forcément loin, dans le temps, se comportera comme un pays ami à l'égard de la Corse. Pour en terminer sur ce registre, pardon, Jérôme, la marionnette au guignol, c'est quoi? C'est une consécration politique ou une caricature qui vous déplaît? J'en rêvais absolument depuis des années. Vous imaginez? Mais certains politiques en rêvent, vous ne voyez pas. Jean-Guy Talamone, vous avez dit là, les jeunes que vous rencontrez considèrent que finalement la France est pas si un pays ami que cela. Ça dépend lesquels, déjà. Mais il y a une conscience dans la jeunesse, selon vous, qui est celle-ci en ce moment, qui croît? Je pense sincèrement, et puis bon, le résultat notamment des élections à l'université, par exemple, le montre. Je crois que la jeunesse soutient de manière massive notre majorité, le nationalisme. Il y a, c'est vrai, une forte proportion de la jeunesse, pas toute, mais qui nous soutient aujourd'hui, et qui est attentive
attentifs à ce que nous faisons. Il y a un espoir considérable qui a été mis en nous lors de notre accession aux responsabilités. Ça fait peser sur nous véritablement un fardeau qui est très lourd parce que nous n'avons pas tous les leviers. Il y a une attente très forte de la part des Corses, pas seulement des jeunes d'ailleurs. Et 2 ans, c'est court de temps? 2 ans, c'est court. Il y a des attentes qui sont, c'est vrai, parfois très fortes, parfois presque irrationnelles. Et nous sommes obligés de dire, nous n'avons pas de pouvoir magique, nous n'avons pas tous les leviers. Mais en même temps, nous sommes évidemment obligés de travailler beaucoup. Parce que je veux dire, si on a un minimum de conscience morale, lorsqu'on est face à une attente comme celle-ci, eh bien, on est effectivement, on a la volonté de faire le mieux possible et de travailler vraiment d'arrache-pied. Alors revenons à des choses plus sérieuses que ces traits d'humour. Avec un retour sur le vote et l'analyse de votre victoire en décembre dernier, selon vous, qu'est-ce que les Corses ont rejeté et qu'est-ce qu'ils ont validé? Alors, moi, je crois que c'est vraiment un vote d'adhésion. Je crois que si on analyse tant soit peu les résultats du premier tour et du second tour, qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable, entre les 2 tours en particulier. Nous avions, c'est vrai, une idée, qui était assez répandue, selon laquelle nous pourrions ne pas additionner nos voix, que Corsica Libera pourrait perdre un certain nombre de voix lors de la fusion, et que surtout, Femagoursega pourrait en perdre beaucoup. Et puis, non seulement nous avons additionné nos voix, mais nous sommes allés largement au-delà et dans toutes les communes. Ça veut dire vraiment qu'il y a eu une dynamique qui s'est enclenchée. Je crois qu'il y a quelque chose qui nous a étonnés, parce que nous pensions que nous pouvions gagner, mais pas avec une telle ampleur, ce qui fait peser encore davantage de responsabilités sur nous. Mais je crois vraiment qu'il s'agit d'un vote d'adhésion, vraiment. Et puis on l'a vérifié aussi dans les temps qui ont suivi l'élection, lorsque nous rencontrons des Corses, que ce soit à l'occasion bien sûr de nos travaux ou bien même dans la rue, on sent qu'il y a véritablement, aujourd'hui, l'état de grâce se prolonge encore. Alors, nous savons très bien, parce que nous connaissons la politique, que ça ne dure pas indéfiniment. Mais enfin, aujourd'hui, cet état continue à se manifester au quotidien. Mais c'est vrai que ça ne nous rassure pas tellement, parce que ça nous donne encore plus de responsabilités. Est-ce que l'abandon de la clandestinité, ça a été un des éléments favorables, déclencheurs de ce vote, finalement? C'est difficile à analyser. En tout cas, il est tout à fait évident que c'est un événement de portée historique. Le FLNC a pris une décision importante qui n'a pas été tellement finalement commentée au moment où elle est intervenue et qui a eu des conséquences. Alors, d'un autre côté, le FLNC a aussi pris acte de ce qui se passait, notamment à l'Assemblée de Corse. On le voit à la lecture des communiqués du FLNC. Ce qui se passait. Vous avez pesé sur cette décision? Écoutez, sans doute indirectement, par le travail que nous avons fait à l'Assemblée de Corse avec le groupe, parce que le FLNC a eu l'air, si on lit ses communiqués, a eu l'air de considérer que l'union des élus corses autour d'un projet de réforme, c'était aussi une arme face à Paris et une arme efficace. Donc on voit bien qu'il y a eu donc une prise en compte de la situation politique et singulièrement de la situation à l'Assemblée de Corse par le FLNC. Est-ce que toute clandestinité aujourd'hui est exclue? Est-ce qu'on peut imaginer un jour ou l'autre une reprise d'un FLNC ou d'un autre? Est-ce que vous le craignez? Est-ce que vous le comprendriez? Ou est-ce que la page est tournée? Je crois que la page est tournée. Moi, je pense que cette décision du FLNC a été une décision qui a été prise après une maturation, puisqu'on a vu un premier communiqué qui laissait entendre que peut-être il pourrait se passer quelque chose. Et puis, de longs mois après, on a eu cette décision, et puis ensuite, on a eu une confirmation. Non, je crois que le FLNC apparemment a pris une décision extrêmement réfléchie, et je crois qu'effectivement, une page de 40 années se tourne. Et puis il y a une nouvelle page à écrire. Ça veut dire que la lutte prend d'autres formes. On a vu avec l'accession des nationalistes aux responsabilités, c'est une nouvelle phase. Ça ne veut pas dire évidemment que le rapport de force avec Paris a disparu, au contraire, mais il prend véritablement de nouvelles formes. Et c'est vrai aussi qu'il y a une nouvelle génération qui arrive aujourd'hui, à l'Assemblée de Corse en particulier, on l'a vu en décembre, et c'est vraiment pour nous une grande fierté de pouvoir transmettre à ces jeunes qui ont l'âge de nos enfants aujourd'hui, qui commencent déjà à arriver aux responsabilités, y compris au Conseil exécutif. Josepha Jagometti, à l'Assemblée, Laura Maria Poli, Pedranto Tomasi et d'autres. Pour nous, c'est véritablement une grande satisfaction que de pouvoir confier le relais à cette nouvelle génération dans des conditions apaisées. Et ils n'auront pas à connaître les situations que nous avons connues, nous, qui n'étaient pas un long fleuve tranquille, il faut bien le dire. La majorité nationaliste, c'est ces deux
courant, donc un courant autonomiste, FEM, et un courant indépendantiste, le vôtre. Si on regarde les votes de 2010 et celui de 2015, on constate qu'on est sur à peu près le même socle, 10%, mais que Corsica Libera fait 3 points de moins, ce qui est dû à la présence probablement du Rinov qui prend les 3 points. 10% d'un scrutin à l'autre, ça veut dire que l'idée indépendantiste, elle, ne progresse pas dans l'électorat corse ou dans la société corse. Alors, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est l'évolution du corps électoral, hein, puisque vous avez quand même 5000 nouveaux arrivants tous les ans, et on sait très bien que sur ces 5000 nouveaux arrivants tous les ans, nous ne faisons pas nos scores habituels. Quand ils arrivent, en général, ils ne votent pas indépendantistes, hein, bon, ni même autonomistes, en général. Donc, il faut prendre en compte cela, il faut prendre, bien sûr, la situation, donc la présence d'une autre liste nationaliste. Nous, ce que nous voyons, c'est que au sein notamment de la jeunesse, hein, c'est-à-dire qui préfigure le corps électoral de demain, au sein de la jeunesse, les idées, de manière générale, nationalistes sont très fortes et franchement, il y a aussi une part de la jeunesse qui est indépendantiste et qui est vraiment indépendantiste. Mais je crois que c'est dans les... Aujourd'hui, l'indépendance, c'est vrai, n'est pas à l'ordre du jour. Hein. Nous avons reçu nos amis catalans. Pour eux, l'indépendance, c'est à l'ordre du jour. Nous avons un contrat de mandature avec Femagoursiga, et il n'y a pas donc un processus d'indépendance dans ce contrat de mandature. Et nous y sommes tous tenus. En revanche, la formation Corsica Libera, dont je suis toujours un militant de base, mais au sein de laquelle je n'occupe plus de responsabilité désormais, eh bien, Corsica Libera va continuer à travailler sur le projet indépendance, évidemment. Comment un mouvement comme le vôtre s'adapte à la gestion des affaires quotidiennes? Moi, nationaliste, toujours été un mouvement contestateur dans son ensemble. Est-ce que ça a changé votre vision des choses? Alors, bien sûr, notre vision des choses, non pas nos idées, évidemment, mais c'est évidemment un travail tout à fait différent. Hein. Nous sommes arrivés il y a très longtemps, hein, à l'Assemblée de Corse, comme un courant d'opposition, d'opposition ferme, parfois virulente. Et aujourd'hui, nous sommes la majorité. Alors, c'est vrai que c'est une autre culture politique, évidemment, hein, dans la pratique. Alors les idées sont les mêmes, mais les Corses dorénavant nous font confiance. Alors nous avons aujourd'hui une situation différente. On ne peut plus nous dire ce que l'on nous disait pendant 40 ans. C'est-à-dire oui, vous avez peut-être raison sur tel ou tel dossier, mais n'oubliez pas que vous êtes minoritaire. Aujourd'hui, nous ne sommes plus minoritaires, nous sommes la majorité. C'est vrai que, alors, il y a des responsabilités effectivement très lourdes. Encore une fois, je pense que cela doit être pris en compte à titre collectif, à titre individuel. Bon, je pense que Gilles Siméon et moi-même et les autres responsables, aujourd'hui, nous travaillons beaucoup et de manière différente, évidemment. Lorsque l'on est aux responsabilités, c'est différent. On passe de l'un à l'autre. Par exemple, les nationalistes, je le disais, ont toujours été une force contestataire. Ils ont rallié une très grande partie de la jeunesse à toutes les époques, d'ailleurs, et quel que soit contre le pouvoir. Moins qu'aujourd'hui. Moins qu'aujourd'hui, mais il y a toujours eu des jeunes et contestataires. Mais aujourd'hui, vous êtes le pouvoir. Enfin, vous symbolisez le pouvoir en Corse. Alors, on a vu à l'occasion quand même de la manifestation, pour ce supporter du Sporting, Maxime Bucks, qui avait été gravement blessé. Certains jeunes vous reprochaient, quand je dis vous, c'est vous, Gilles Siméon, hein, de ne pas être à leur côté ce jour-là à Bastia. Est-ce que vous considérez que c'était une erreur d'être absent? Alors, vous êtes intervenu avant, hein, lors des manifestations violentes. Mais ce jour-là, vous n'y étiez pas. Et ils vous le reprochent. Il y a pas une distance. Certains ne le reprochent, certains ne le reprochent pas. Avec Gilles Siméon, nous avons beaucoup réfléchi à cette question. D'abord, nous avons pris l'initiative de rencontrer les syndicats étudiants qui manifestaient également. Ces syndicats étudiants, les 3 syndicats nationalistes, ont accepté de faire un appel au calme, ce qui a eu des conséquences positives. Et ensuite, il y a eu cette manifestation organisée par une association de supporters. Donc, il y a des contacts qui ont été pris par l'intermédiaire du maire de Bastia, pour avoir une réunion, pour savoir comment les choses allaient se passer. Et cette réunion a été refusée par Bastia 1905, et il nous a semblé, avec Gilles Siméon, après en avoir discuté, que les institutions de la Corse ne pouvaient pas être à la remorque comme ça d'une démarche qui leur échappait totalement et auquel on ne voulait pas les associer, puisque la réunion nous a été refusée. Et donc, ça s'est très bien passé, tout le monde en est satisfait, mais encore une fois, nous n'engageons pas que nous-mêmes dorénavant, nous engageons les institutions de la Corse. Justement, quand vous êtes au pouvoir, il y a une distanciation qui se fait, c'est logique, partout c'est comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour l'atténuer ou pour l'éviter ? Je crois qu'à un moment donné, lorsqu'on accède à ce type de responsabilité, eh bien, on doit prendre en compte la nouvelle situation. Aujourd'hui, Gilles Siméon et moi-même, par exemple,
Il y a aussi tous les autres responsables de la CTC. Mais nous ne sommes pas les présidents des nationalistes, des autonomistes pour Gilles, des indépendantistes pour moi. Nous sommes les présidents je suis président de tous les élus de l'Assemblée de Corse et à travers eux de tous les Corses. Donc nous travaillons au bénéfice de l'ensemble des Corses et cela nous donne la responsabilité de chercher à rassembler et non pas à créer des fractures. Je crois que l'heure de la réconciliation de notre communauté nationale avec elle-même est venue. Les Corses nous ont fait confiance et cette confiance, nous ne devons pas la trahir. Si nous nous comportions aujourd'hui comme des chefs de parti, nous trahirions la confiance qui nous a été délivrée. Donc effectivement, c'est une modification dans notre situation. C'est un discours de responsabilité, mais il n'est peut-être pas audible parmi... Je crois qu'il est largement audible. Hein. Oui, dans l'opinion, oui, mais dans une frange de la jeunesse, peut-être mais pas. la jeunesse, c'est aussi ces syndicats étudiants. Qui ont travaillé de manière extrêmement positive avec nous pendant des heures et qui sont sortis avec nous pour faire une conférence de presse commune. Je crois que ça n'est pas moins la jeunesse qu'un club de supporters. Est-ce qu'il n'y a pas deux registres finalement dans l'accession des nationalistes au pouvoir territorial? D'un côté, l'exercice du pouvoir que vous assumez, vous, avec Gilles Séméogne, et d'autre, la contestation dans la rue notamment, que semble avoir pris à bras le corps ces syndicats étudiants dont on parlait, et les juventudes indépendantistes en particulier. Est-ce qu'il y a vraiment cette répartition des rôles, alors pensée ou non? Et après, une deuxième question par rapport à ce que disait Jean Vitus, est-ce que vous ne considérez pas que finalement l'exercice du pouvoir crée cette distance avec la jeunesse et que le risque c'est peut-être aussi de créer, parce qu'il y a eu un espoir qui s'est levé en décembre, une forme de désenchantement si on ne répond pas rapidement aux attentes? Alors franchement, il n'y a pas de distance avec la jeunesse, et encore moins avec les syndicats que vous citez, les syndicats étudiants et l'AGI en particulier, qui n'est pas seulement d'ailleurs un syndicat étudiant. Hein. À l'AGI, il y a beaucoup de jeunes Corses qui ne sont pas parce qu'on a vu que les préoccupations de l'AGI n'étaient pas seulement l'université ou le lycée, mais qu'elle était aussi des sujets de société comme l'amnistie. Tout à fait, mais l'AGI, personne n'ignore la proximité qui existe entre l'AGI et nous-mêmes, hein, qu'il s'agisse de Corsica Libera Famagoursika ou de manière générale de la majorité aux institutions aujourd'hui. Il y a une très grande proximité, nous sommes en relation permanente, mais pas seulement avec l'AGI, hein, avec les autres syndicats étudiants, avec les organisations de jeunes, et c'est pour nous une priorité que de maintenir ce contact permanent. Bon, on a très bien vu, franchement, la façon dont s'est passée la rencontre de Corté entre ces organisations et nous-mêmes. Après, bien entendu, qu'il peut y avoir tel ou tel courant dans la jeunesse, un club de supporters, par exemple, bon, en l'espèce, puisque ce que disait Jean Vitus Albertini. Mais bon, après, il y a évidemment ce dialogue que nous maintenons en permanence avec les représentants de la jeunesse. D'ailleurs, la jeunesse est bien représentée dans les institutions de la Corse, je le soulignais tout à l'heure. Hein, des jeunes qui ont moins de 30 ans qui sont aux responsabilités aujourd'hui. Jean-Guy Salamogne, sans vouloir vous piéger, justement, on parle de l'AGI, du Juventud Independentista, pour porter à information et à débat, parce que c'est un sujet qui est passé un petit peu inaperçu et qui, moi, me dérange. C'est cette banderole que vous avez vue sur les grilles de la préfecture lors d'une manifestation récente suite à l'occupation de la préfecture. Qu'est-ce qu'elle dit cette banderole? Elle dit, alors Corse Matin est à côté de moi, ils sont assez grands pour se défendre, mais personnellement, en tant que représentant de la presse, ça me fait un petit peu mal. Corse Matin, presse française, barbouze. Alors, vous étiez à cette manifestation. Bien sûr, ce n'est pas vous qui avez fait la banderole. Bien sûr, il n'y avait pas que je vous le confirme. Bien sûr, il n'y avait pas que vous. À cette manifestation, représentants de l'exécutif notamment étaient présents. Il y avait d'autres élus. Mais cela dit, vous avez tout à l'heure évoqué la presse nationale. Je évoque cela parce que dans les périodes comme celle-ci, clés, charnières, pour la Corse, le rôle de la presse est peut-être, en termes de démocratie, comme le suffrage universel l'est, un rôle important, déterminant. Très important. Quel regard portez-vous, pas sur cette banderole, mais sur le travail de cette presse corse? Une fois n'est pas coutume, je vous interroge sur la presse. Moi, je crois que la presse corse a une responsabilité qui est depuis très longtemps, hein, depuis en particulier les 40 dernières années, une responsabilité qui est très lourde. Hein, et c'est pas si, franchement, je sais que bon, notre rôle à nous n'est pas facile, mais le vôtre non plus. La presse, c'est un pouvoir. Alors on dit le quatrième pouvoir, mais je me demande même si des quatre, c'est pas aujourd'hui le plus fort, parce que on voit bien, par exemple, pour certaines affaires judiciaires, que si vous gagnez la bataille médiatique, je parle aussi comme avocat là, hein, parce que c'est aussi mon métier, si vous gagnez la bataille médiatique dans certaines affaires, vous gagnez aussi devant le tribunal ou devant la cour d'assises. Donc vraiment, la presse est un pouvoir souvent supérieur au pouvoir judiciaire et parfois au pouvoir exécutif
qu'il pousse dans ses derniers retranchements. On voit ce qui se passe aujourd'hui. On a l'impression que la jeunesse insulaire a bien souvent la facilité d'aller contrer, d'aller agresser même. Je crois que la jeunesse, c'est pas un bloc monolithique. Cela rejoint notre conversation de tout à l'heure. La jeunesse n'est pas un bloc monolithique. Il y a des jeunes qui vont dire un certain nombre de choses, il y a d'autres jeunes qui vont dire le reste. D'ailleurs, je suppose que vous-même, vous avez des jeunes dans votre famille, et parmi vous avez des enfants. Je crois qu'on ne peut pas dire les jeunes, ça n'a pas, ou les vieux, ou les... non, c'est pas comme ça. Moi, je crois que parmi les jeunes, il y a des aspirations. Alors, bien sûr, des aspirations qui sont fortes, aspirations au changement, et puis c'est normal chez les jeunes. Aujourd'hui, l'aspiration qui est concrétisée par l'idée nationale, elle est très forte également. Maintenant, de dire que les jeunes sont de manière globale sévères à l'endroit de la presse, moi je crois, bon, banderole, bon, on nous a interrogés, nous avons répondu, bien entendu, que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est écrit sur cette banderole. Mais, encore une fois, les jeunes, de manière générale, n'ont pas une attitude unique vis-à-vis de la presse. Les jeunes ont une attitude, bien entendu, vis-à-vis de toutes les institutions. Ils sont exigeants. Alors, et la presse fait partie des institutions, tout simplement. Ils sont exigeants à notre endroit, ils sont exigeants à votre endroit. En ce qui me concerne, je crois que les journalistes corses, de manière générale, bon, de manière générale, là aussi, ce n'est pas un bloc monolithique. Hein. C'est comme chez les avocats, chez les plombiers, chez les pâtissiers, il y a de tout au sein de la presse. Mais je crois que de manière générale, les organes de presse corse font leur travail. Sincèrement, je trouve qu'ils font leur travail plutôt bien. Alors on en revient à la majorité et au fonctionnement du pouvoir. Vous êtes dans une majorité d'union. Gilles Simeone est président de l'exécutif. C'est celui qui dirige l'institution territoriale. Dans votre esprit, qui gouverne la Corse? C'est le président de l'exécutif? Écoutez, il y a c'est pas une gouvernance bicéphale. Écoutez, le bicéphalisme, c'est ce qui a été avancé depuis des années lors des débats. Et qui a créé beaucoup de problèmes, notamment dans la majorité de droite. Oui, lors des débats parlementaires, on parle de bicéphalisme. Mais ça ne pose des problèmes que si les deux présidents ne s'entendent pas. Aujourd'hui, les deux présidents s'entendent parfaitement. Il n'y a pas de problème de préséance. Il n'y en a pas du tout. Il n'y en a absolument pas. Ce serait d'ailleurs dérisoire compte tenu des enjeux et compte tenu des attentes qui sont formées autour de notre accession aux responsabilités. Il y a un statut de la Corse qui est très clair. Il faudrait le lire. Il y a certains qui en parlent mais qui ne l'ont pas lu. Il faut le lire. Bon, je veux dire, il y a une répartition des rôles. Il y a, c'est vrai, s'agissant des affaires qui sont les projets économiques, sociaux, culturels, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de la stratégie, il y a un partage entre l'Assemblée de Corse, le Conseil exécutif, et le président de l'Assemblée de Corse, le président du Conseil exécutif. Par exemple, les deux présidents peuvent saisir, l'un ou l'autre peut saisir le Conseil économique et social de tout projet économique, social et culturel de la collectivité territoriale. Donc on voit bien qu'il y a un rôle stratégique qui est partagé. Ensuite, il y a le travail parlementaire, et là, c'est plutôt l'Assemblée qui a la main, l'organisation du travail parlementaire, quand on amende, quand on... Ça, c'est le fonctionnement normal. Et ensuite, il y a l'exécution. C'est un pouvoir considérable, et ça, c'est le travail du Conseil exécutif. Donc, je dirais, le premier niveau, c'est tous les deux organes. Le deuxième niveau, c'est plutôt l'Assemblée. Le troisième niveau, c'est plutôt l'exécutif. Ça, ce que vous dépeignez là, c'est le fonctionnement logique, normal. Logique, mais ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'il y a un certain nombre de présidents de l'Assemblée de Corse qui n'ont pas travaillé sur les projets stratégiques. Et c'est un choix, je ne le commande pas. Je trouve que, par exemple, la dernière présidence... Mais Dominique Bocchini a eu une présidence très digne. C'est un président très digne. Mais il a... Paul Jacob occupait tout l'espace. Oui, mais je pense que ça n'est ni l'esprit ni la lettre des institutions. Mais encore une fois, à partir du moment où nous sommes complémentaires avec Gilles Simeone, et nous le sommes, à partir du moment où nous sommes en contact quotidiennement, que nous discutons de tout, y compris lorsque nous avons nécessairement... nous ne sommes pas les mêmes parce que nous représentons des courants différents et puis nous avons des personnalités différentes. Mais nous sommes complémentaires et je crois que les Corses ont voté aussi pour cette complémentarité. Ils n'ont pas voté pour que nous soyons identiques. Quelle est votre... Oui, pardon. Il n'y a pas une compétition médiatique en tous les cas entre vous deux. On a l'impression qu'il y a beaucoup de tweets qui se télescopent. Non, certainement pas. Et je crois même que souvent on s'envoie les journalistes l'un à l'autre parce que c'est plutôt actuellement le trop-plein à cet égard. Donc il n'y a strictement aucune compétition sur aucun plan. Que reste votre niveau d'influence sur les deux membres de Corsica Libera qui sont au Conseil exécutif, Josefa Giacometti, François Sargentine? Est-ce que vous consultez ou est-ce qu'ils sont au sein de ce gouvernement de la Corse, comme on l'appelait, des hommes, un homme et une femme libres? Bien sûr, libres et en même temps ils ont une loyauté à l'égard du courant dont ils font partie et du mouvement dont ils font partie, qui est Corsica Libera, et en même temps ils ont une loyauté à l'égard du Conseil exécutif
exécutif dont ils font partie. Et vous savez, mais dans la pratique, les choses se passent de manière beaucoup plus simple. Nous nous connaissons tous depuis des années. Nous avons, pour un grand nombre d'entre nous, des relations amicales qui dépassent le cadre de Corsica Libera ou de Femagursica. Nous nous rencontrons, nous déjeunons ensemble, nous travaillons ensemble. Nous déjeunons quand nous avons le temps, c'est-à-dire pas tous les jours. Voilà, nous n'avons pas forcément le temps de le faire tous les jours. Mais voilà, nous nous voyons, nous travaillons ensemble et les choses se font de manière extrêmement naturelle. Mais vous savez, bon, maintenant, c'est de bonne guerre. Il y a l'opposition qui fait courir un certain nombre qui voudraient essayer d'enfoncer un coin dans notre majorité de temps en temps. Mais bon, ce sont des manœuvres politiciennes qui sont un peu dérisoires. Sincèrement, cela ne nous inquiète pas du tout parce que nous sommes occupés à notre travail et à notre travail conjoint. Parce que nous pouvons parler dans des tonalités différentes parce que nous sommes différents, Gilles et moi-même par exemple, mais notre travail est un travail qui converge et ça c'est vérifiable sur tous les dossiers. Alors on en vient à la nouvelle gouvernance, faire de la collectivité territoriale une maison de cristal. C'était pas le cas auparavant, depuis 2010 normalement? Moi je dirais pas depuis 2010, depuis le début. Pas accentué depuis 2010? Moi, je dirais que les dernières mandatures, pas la dernière mandature, mais les dernières mandatures, il y a eu de gros problèmes, tout simplement. Hein. Si on peut remonter, alors on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé lors de la dernière mandature, mais je me rappelle aussi l'histoire du train, vous voyez, c'était pas rien non plus, hein, en volume financier. Bon, il s'est passé des choses incroyables. Nous avons... Pas cette fois-ci aussi. Non, mais, même, hein. Pardon cette fois-ci aussi. Mais bien entendu. 100 millions d'euros oui, mais tout à de fait. créances, mais 100 millions, mais les 100 millions... l'affaire de l'Office de l'environnement, quasiment toutes les semaines, on en parle, sans parler des affaires judiciaires. Tout à fait. Et sans compter qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore fait les comptes des arriérés s'agissant des agences et offices. Donc aujourd'hui, nous en sommes à 100 millions, c'est la CTC. Bon, donc je crois que les choses ont été décrites par le président du Conseil exécutif, Gilles Simeoni, de manière extrêmement claire, mesurée aussi, lors de la réunion de l'Assemblée de Corse. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Nous ne sommes pas ici, nous, pour jeter l'anathème sur qui que ce soit. Hein, sur les précédents locataires en particulier du cours Grandval. Nous sommes ici pour donner des garanties aux Corses, parce que ce n'est pas parce que nous sommes nationalistes que nous serions, nous, indemnes de toute dérive potentielle. Donc nous voulons donner des garanties concrètes. C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'initiative, dès mon élection, de mettre en place le comité d'évaluation des politiques publiques. C'était d'ailleurs une idée de Corsica Libera qui a cheminé très très lentement donc lors de la dernière mandature. Ça sera mis en œuvre maintenant dans les semaines qui viennent. C'est un élément qui peut permettre à un moment donné de rassurer les Corses sur ce que nous sommes. Nous voulons donner des garanties. Nous ne voulons pas jeter l'anathème sur les autres, sur ceux qu'il y avait avant. Non, nous voulons dorénavant... La maison de cristal, dont a parlé le président du Conseil exécutif lors de son investiture, paraphrasant Pasquale Bauli, c'est, je crois, un signal que nous voulons donner donc, à l'ensemble des Corses. Lorsqu'on voit ce qui était l'objet de la séance d'orientation budgétaire, les 100 millions de créances ou d'impayés qui restent à la collectivité territoriale, est-ce que, a posteriori, c'est facile de vous poser la question, j'en conviens, vous regrettez pas, vous en tant que président du groupe Corsica Libera, vous êtes simplement abstenu sur le vote des budgets que présentait la mandature Giacobbi? Alors, d'abord, il y a deux choses qui sont tout à fait différentes. La question de ces 100 millions, il n'y a personne qui le savait et personne qui pouvait le savoir, si ce n'est les premiers concernés, ceux qui étaient aux affaires, et encore, certainement pas tous. La preuve, c'est qu'il y a eu aussi un rapport de la Chambre régionale des comptes, qui a des moyens d'investigation autrement plus puissants que ceux des élus à l'Assemblée de Corse, et que ce rapport n'a pas du tout soulevé cette difficulté. Donc c'est quelque chose qui, pour nous, était indécelable. Vous dites quand même, personne ne le savait, la droite, dans l'ancienne mandature, n'a pas arrêté de le dire. Il y a une situation budgétaire catastrophique. Mais la droite s'est souvent partiellement abstenue sur le budget aussi. Non, sincèrement, il n'y a personne qui peut le savoir. Mais je vous dis encore une fois, la Chambre régionale des comptes, c'est autre chose que les élus. Donc le problème ne se posait pas en ces termes du tout. En revanche, s'agissant de notre abstention a été expliquée publiquement dès la première mandature. Dès la première mandature, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites.
et qui allait tout à fait dans le sens de ce que demandaient Koursiga Libre et les nationalistes de manière générale. Donc il y a eu la demande de co-officialité, il y a eu la demande de révision constitutionnelle, il y a eu la demande de statut fiscal et de territorialisation des impositions, il y a eu la demande s'agissant de la fiscalité du patrimoine, là aussi c'est très important pour nous, c'est-à-dire l'ex-arrêté Millot, il y a eu le statut de résident, il y a eu l'amnistie qui a été demandée par 47 voix sur 51, et nous avons dit à Koursiga Libre très clairement que pour nous, il fallait non pas voter pour le budget, mais qu'il fallait donner un signal politique, un encouragement à la majorité pour continuer à faire ça. Sans cela, nous ne serions pas en situation aujourd'hui de nous prévaloir de tous ces votes positifs. Mais un encouragement qui nous a. Mais c'est important aujourd'hui de dire que ce n'est pas l'Assemblée de Corse dirigée par les nationalistes qui a voté tout ça. C'est une autre assemblée et c'est très important. Alors nous avons d'ailleurs même Femagour, Siga a au moins une fois suivi notre argumentation. C'était à la fin 2013 en s'abstenant sur le budget. Donc sur la base de la même argumentation. Donc cette argumentation est très claire. C'est un encouragement. Pour ce qui a été fait finalement et qui est important. Parce que vous avez évoqué plusieurs questions qui ont été évoquées, plusieurs revendications qui ont été évoquées, qui ont été portées. Et aucune réponse finalement, un encouragement à quoi? Non mais attendez, mais je crois que le fait d'avoir... Sur aucun des sujets. Non mais de la part de Paris, mais ça c'est l'autre étape. Mais la première étape, c'est-à-dire celle qui consistait à mettre les Corses d'accord et les représentants de la Corse, singulièrement à l'Assemblée de Corse, d'accord sur un certain nombre de sujets qui jusque-là étaient minoritaires. Parce que l'officialité de la langue corse, c'était une position minoritaire avant cette mandature, la dernière mandature. Le statut de résident était hyper minoritaire. Il y avait que Koursiga Libre qui défendait cela lors des la précédente. Non, elle a été, cette mandature, évidemment, sur le plan financier, vous avez bien compris que nous ne sommes pas... Vous héritez d'une situation... Voilà, nous héritons d'une situation qui est escalée, nous l'avons... Mais il est évident qu'il y a un certain nombre de votes qui ont été effectués et qui aujourd'hui constituent pour nous une argumentation très forte, non seulement face à Paris, mais également lorsque nous nous déplaçons dans les capitales européennes et à Bruxelles et que nous disons, regardez ce qui se passe en Corse, il y a des votes qui ont été effectués par une majorité qui n'était pas une majorité nationaliste à l'époque et ces votes sont superbement ignorés par Paris. Cela nous donne effectivement un poids considérable. Et aujourd'hui, nous allons plus loin. Parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, la majorité nationaliste va aller plus loin que ce qui a été voté par la majorité qui n'était pas nationaliste. Alors, vous avez abordé les problèmes concrets. Mardi dernier, vous avez organisé une réunion à l'Assemblée de Corse concernant l'emploi et plus particulièrement l'emploi local. Vous avez insisté sur la corcisation des emplois. C'est une revendication ancienne. Hein. Mais est-ce que le véritable problème, au-delà de la corcisation des emplois, c'est pas l'emploi tout court? Parce que, est-ce que vous pouvez dire qu'il y a des secteurs où les Corses sont exclus? De façon générale, on voit bien qu'il y a effectivement des secteurs où les Corses sont quasiment absents. On voit que les postes à responsabilité, puis d'ailleurs, Paris l'avait assumé de manière explicite à travers le rapport Glavany, vous vous souvenez? Non, mais le rapport Glavany n'a fait que, oui, mais le rapport Glavany n'a fait que dire ce qui était déjà fait avant et ce qui a continué à être fait après. Mais Glavany a eu l'imprudence, ou l'honnêteté, je ne sais pas, de dire clairement ce qui se faisait. Et ça continue à se faire aujourd'hui. Regardez simplement les responsables, les chefs de service, et regardez le nombre de Corses, le pourcentage de Corses qu'il y a. Mais ça ne concerne pas seulement l'administration d'État, ça concerne aussi le privé. Mais ça concerne évidemment l'administration d'État. Ça ne concerne pas que l'encadrement, comme l'a fait observer notamment le responsable du STC lorsque j'ai organisé cette réunion donc il y a quelques jours. Ça concerne y compris le personnel d'exécution. Il y a un problème de décorcisation des emplois. Alors simplement... des emplois avec le problème de la précarité. Parce qu'un emploi, c'est un emploi finalement, du chômage. Ça n'est pas la baguette magique. Mais c'est quelque chose qui est utile, qui est défendu. D'ailleurs, c'est simple, nous avons fait un tour de table, mis à part la CGT, tout le monde a admis que c'était une nécessité que de réclamer cette charte en faveur de l'emploi local. Nous avons eu une quasi-unanimité, et encore même le représentant de la CGT a été beaucoup moins définitif que de le laisser prévoir le communiqué qui avait été publié quelques heures plus tôt. À la CGT pour les convaincre finalement. Ah, mais à la CGT, d'abord le représentant de la CGT à la réunion que j'ai organisée a dit qu'il comptait travailler avec nous quand même, tout en disant que les risques de xénophobie, de discrimination, etc. Mais cet argument n'a été retenu par personne. Il n'a été retenu ni par les organisations patronales, ni évidemment par tous les autres syndicats
Aucun syndicat n'a soulevé ce problème. Et je dirais même que les représentants des services de l'État qui étaient présents, c'est-à-dire le directeur pour la Corse de Pôle emploi et le recteur d'académie, ont dit qu'ils soutenaient la demande que nous étions en train de formuler. Donc je crois que de ce point de vue-là, il y a vraiment une quasi-unanimité sur l'utilité de cette démarche. Alors on s'est inspiré de ce qui se passe à La Réunion, de ce qui s'est passé en Guadeloupe, de ce qui s'est passé ailleurs, y compris d'ailleurs dans l'Hexagone. Et nous disons que la Corse, oui, l'État actuel... Les gens privilégient toujours l'emploi local. Oui, privilégient. Non, mais privilégier l'emploi local de manière informelle, ça se fait plus ou moins bien. Le faire dans le cadre d'une charte, comme cela a été fait à La Réunion, comme cela a été fait en Guadeloupe, c'est autre chose. Et nous voulons véritablement formaliser les choses et nous voulons aller beaucoup plus loin d'ailleurs que ce qui a été fait à La Réunion en termes de précision. Justement, sur ce sujet, comme sur le sujet de l'emploi, est symptomatique de ce que je veux vous demander. Comment on passe de la parole à des actes? Comment on enclenche des actes dans quelques semaines, dans quelques mois, lorsque la charte sera rédigée, pour faire refluer le chômage? Parce que c'est ça l'objectif. Juste une précision, 22 316 chômeurs en Corse aujourd'hui. C'est une légère diminution depuis 3 mois, mais ça reste quand même élevé par rapport à la moyenne nationale. Mais la charte en faveur de l'emploi local, ça n'est pas la solution unique à la question du chômage. La solution de fond, et nous l'avons dit dès l'abord de cette réunion, la solution de fond, c'est quand même de provoquer un développement économique dans ce pays. Cela, c'est un travail de longue haleine. Il est évident que ça ne se décrète pas, le développement économique. Nous allons y travailler parce que nous avons une partie des compétences nécessaires à la collectivité territoriale de Corse. À travers l'ADEC notamment. Mais à travers l'ADEC, mais pas seulement. Donc nous travaillons sur les questions économiques et sociales. Mais il y a évidemment aujourd'hui aussi une possibilité qui s'offre à nous et qui s'offre à nous immédiatement. Nous avons simplement pris acte de ce que Manuel Valls, Premier ministre de la France, est allé à La Réunion il y a seulement quelques mois pour signer une charte en faveur d'emploi local. Nous disons, pourquoi ne le ferait-on pas tout de suite ici? Et bien entendu, cela ne nous exonère évidemment pas de travailler... C'est pour 9 entreprises du privé qu'il a signé cette charte. Mais elle est ouverte à toutes les entreprises. Elle est ouverte à toutes les entreprises. Ça ne fonctionne pas trop pour l'instant. Mais ça fonctionne, ça vient d'être fait. Donc, à un moment donné, bien sûr qu'on peut toujours soulever les difficultés à venir, et nous y pensons. Mais en même temps, il faut prendre des initiatives, et cette initiative a été finalement créditée par les 80 représentants éminents qui participaient à la réunion, mis à part encore une fois ceux de la CGT qui étaient réservés. Donc je crois quand même que c'est une démarche qui est valide, et en tout cas qui a été validée par le plus grand nombre des responsables socio-professionnels, syndicaux, et même par les services de l'État qui étaient présents. Alors aujourd'hui, il y a un risque social imminent, c'est dans un domaine bien précis, c'est celui des transports maritimes, si une solution n'est pas trouvée, une solution pérenne évidemment. Avant d'évoquer la compagnie régionale, on va en parler, mais est-ce que vous êtes satisfait de l'accord qui a été conclu entre Roca et Padrone pour la création de cette nouvelle compagnie? Écoutez, les groupes privés s'organisent et ils s'organisent en fonction de leurs intérêts. Mais on ne peut pas leur faire le reproche non plus de le faire, parce que ce ne sont pas des philanthropes. Ce sont des gens qui font des affaires. Ils sont là pour ça. On leur demande simplement de faire des affaires de manière honnête et de prendre en compte les orientations de la collectivité territoriale de Corse, c'est-à-dire des pouvoirs publics corses. Nous, autour de la table, nous ne sommes pas une partie parmi d'autres. Nous sommes les seuls représentants, je parle de la CTC, je parle du Conseil exécutif, je parle de la présidence de l'Assemblée, je parle bien sûr du président de l'Office des transports. Nous sommes les seuls représentants de l'intérêt public corse. Et c'est ce que nous avons dit à l'ensemble des personnes qui étaient autour de la table. Il y a les syndicats qui défendent des intérêts, il y a les opérateurs privés qui défendent des intérêts légitimes, tout à fait légitimes, mais nous sommes en charge de l'intérêt public corse. Et c'est à ce titre-là que nous avons formulé un certain nombre d'orientations. Ce sont des orientations que nous avons présentées lors de la campagne électorale, pour lesquelles nous avons été mandatés par le suffrage universel, et ce sont des orientations qui sont claires. C'est la création d'une compagnie maîtrisée par le public, c'est un nouveau système de DSP et d'OSP, c'est également une continuité territoriale qui ne serait plus seulement franco-corse, mais qui serait méditerranéenne et européenne. Voilà ce que nous avons... Mais vous pouvez réguler, vous ne pouvez pas gérer. Mais nous avons la volonté, et c'est ce qui a été proposé. D'ailleurs, il y a aujourd'hui un travail qui est en cours. Nous avons proposé qu'il y ait, parce que c'est notre idée depuis le début, et nous y tenons, et encore une fois, nous avons été mandatés par le suffrage universel pour faire cela, une compagnie maîtrisée par le public et une gestion
entrepreneuriale au quotidien. Et c'est cette articulation, c'est tout à fait, c'est cette articulation. C'est ce que voulait faire Paul Jacobi finalement. Non, Paul Jacobi avait baptisé compagnie régionale quelque chose qui n'avait strictement rien à voir, qui était simplement une compagnie qui devait être financière et qui devait donc s'assurer la propriété des navires. Nous disons que, y compris l'exploitation, doit être maîtrisée par le public au niveau capitalistique. Maîtrisée, ça ne veut pas dire 100%. Vous voulez racheter les bateaux? Nous voulons, pour notre part, les bateaux, nous pensons que les bateaux sont déjà à la Corse. Donc voilà, non, mais il y a des procédures qui sont en cours et nous avons bon espoir de voir le processus en cours se traduire par finalement une validation de nos idées. Une récupération des bateaux pour 0 euros, c'est ça? Parce que le débat il est là aujourd'hui. Les propriétaires disent ça vaut plus de 100 millions. Le débat est là, le débat est en cours, il y a des choses qui se font. Jean-Philippe Sacco va faire un travail considérable. Avec Gilles Siméone, nous suivons vraiment de près ce dossier qui est un dossier essentiel. Tout ça ne va pas se faire en quelques jours, mais tout cela avance. Et nous avons quand même, c'est vrai, enregistré des ralliements, s'agissant de notre proposition, des ralliements qui n'étaient pas évidents il y a seulement quelques mois, même voire quelques semaines. Donc, aujourd'hui, nous avançons tranquillement sur le chemin de la création de cette compagnie. Alors, il y aura une nouvelle DSP qui va être mise en place. Comment est-ce que vous voyez son périmètre? On garde l'existant, c'est-à-dire qu'on continue à desservir autant de ports qu'il en existe en Corse, ou est-ce qu'on diminue, je dirais, la voilure, sans jeu de mots, et on rend tout ça un peu plus cohérent? Comment vous voyez les choses? Nous avons dit que nous étions pour élaborer un nouveau système de DSP et d'OSP. Donc il y a aujourd'hui des travaux à cet égard qui sont menés. Et nous pensons qu'il faut rationaliser tout ça. Nous pensons que le système précédent a coûté très cher à la Corse et qui n'a pas donné le service que les Corses en attendaient. Donc nous y travaillons. Alors bien sûr dans le respect de tous, parce qu'il y a des partenaires autour de la table. Tout doit se faire dans la concertation. Mais encore une fois, la collectivité territoriale de Corse n'est pas une partie comme les autres autour de la table. Elle impulse autour des orientations qui sont les siennes et qui ont été validées par le suffrage universel. Dans 2 semaines, il y a un débat important. Le premier débat budgétaire, il y a eu un débat des orientations budgétaires récemment. Là, il y a le vrai débat budgétaire qui est attendu à l'Assemblée de Corse avec le bornage que vous avez évoqué, qu'on a évoqué, les contraintes budgétaires. La majorité de cette mandature, est-ce qu'elle est? Elle n'est pas absolue. Est-ce qu'il peut y avoir des difficultés à faire passer ce budget qui va être présenté? Nous ne le pensons pas. Parce que ce serait vraiment quelque chose, je dirais, de manœuvre politicienne tout à fait indigne. Et aujourd'hui, nous avons dit ce que nous avons trouvé. Pourquoi indigne? Indigne le fait de voir une démarche se constituer de briques et de brocs un petit peu. Bon, on a eu un petit avant-goût, mais enfin bon, qui a été un petit peu tué dans l'œuf par le caractère un petit peu curieux qu'il présentait dès le départ. Bon, on a vu un élu de gauche, un élu important de droite, le président du groupe Front National, venir de manière conjointe, solidaire, après en avoir discuté, se présenter devant nous pour l'affaire précisément de la compagnie maritime. C'était mais sincèrement, c'est un épisode un peu, franchement, c'est un épisode un peu pathétique. Et nous pensons que, y compris dans leur groupe, les personnes qui se sont rendues coupables de cette manœuvre, y compris dans leur groupe, ces personnes ont dû avoir un certain nombre de problèmes. Donc nous ne pensons pas que ce type de démarche a vocation à prospérer. Alors c'est-à-dire, c'est pas un front républicain, comme l'ont dit certains commentateurs, c'est tout le contraire d'un front républicain. C'est une alliance hétéroclite intégrant le Front National, pour des raisons arithmétiques. Ça veut dire que la présence du Front National totalement indigne. Totalement indigne. Ça veut dire que la présence du Front National verrouille tout dans à notre avis, ne verrouille rien dès l'instant où les gens sont fidèles aux idées qu'ils défendent. Vous ne regrettez pas d'avoir refusé la prime majoritaire, beaucoup plus importante? Là, pour le coup, ça vous aurait bien aidé. Elle est ce qu'elle est, la prime majoritaire. Et puis nous avons des idées. Et ces idées, nous ne les défendons. Nous n'avons pas, je dirais,
des prétentions à géométrie variable en fonction de nos intérêts particuliers. Nous avons dit ce qui nous paraissait important en termes de démocratie. Nous l'avons défendu conjointement d'ailleurs avec les deux groupes nationalistes. Et aujourd'hui, il se trouve que nous en sommes là avec la majorité qui est la nôtre, qui est une majorité confortable. Hein, elle est quand même. Oui, mais relative. Elle est relative, c'est vrai. Mais en même temps, nous ne pouvons imaginer sérieusement que les groupes d'opposition, qui sont constitués pour leur grande majorité, je parle du groupe de droite et du groupe de gauche, qui sont constitués pour leur grande majorité d'élus honnêtes, d'élus intègres, d'élus qui ont des idées politiques. Nous ne pensons pas un seul instant que ces élus-là vont s'allier au Front National pour avoir une majorité arithmétique. Alors si cela se passait, alors là je crois qu'effectivement il faudrait se poser beaucoup de questions, mais je pense que les Corses eux-mêmes pourraient à ce moment-là envisager de donner aux nationalistes beaucoup plus de poids qu'ils n'en ont aujourd'hui institutionnellement. Partenaire d'importance, c'est l'État. Alors, quelles sont les relations avec celui-ci? Alors, vous avez rencontré Bernard Cazeneuve lorsqu'il est venu, vous avez rencontré Manuel Valls. Vous étiez plutôt déclaré plutôt satisfait des entretiens que vous aviez eus. 3 mois après, y a non, rien. Pas satisfait. Non, à la sortie de la réunion avec Valls, vous étiez plutôt satisfait du résultat de la réunion. Non, pas vraiment. Non, nous avons dit simplement, nous avons dit ce qui a été proposé. Et on nous a dit, voilà, il y a 3 groupes de travail. Oui, oui, j'en sont en fait. Mais les groupes, ils n'ont jamais été... Sur la langue et le foncier, voilà, il n'existe pas, sauf qu'il va y avoir peut-être des réunions. Mais vous savez, franchement, à partir du moment où, à Paris, on nous dit, sur la langue, pas de co-officialité. Nous connaissons bien cette question de la langue. Nous y travaillons depuis des années. Nous savons que sans co-officialité... Il n'y a plus de révision de Constitution, on entend. Voilà, il n'y a plus de révision de la Constitution. Bon, donc nous savons que s'agissant de la langue, on nous dit pas, s'agissant du foncier, on nous dit pas de statut de résidence. S'agissant de l'amnistie, qui est portée par 95% de la société corse, est-ce que je dis ça? Bien sûr que c'est un chiffre que j'avance, qui est un chiffre approximatif, mais je suis pas loin de la réalité. À partir du moment où vous avez vous avez 47 élus sur 51 de l'Assemblée de Corse. L'unanimité du Conseil départemental de la Haute-Corse. D'ores et déjà, la moitié des communes de Corse qui ont délibéré en ce sens. D'accord, Jean-Guy, mais comment on fait dans ces cas-là, si vous avez un mur en face? Eh bien, je vous le dis, comment on fait. Nous allons remettre sur la table, systématiquement, ces dossiers pour lesquels nous avons été mandatés par le suffrage universel. Nous allons aller dans les capitales européennes, et à Bruxelles en particulier, nous allons demander à l'opinion internationale s'il est normal que la France et ce véritable déni de démocratie, voire déni de réalité. Parce qu'entre nous, là, Paris fait comme si c'était rien passé en décembre, mais il s'est passé quelque chose en décembre. Hein. Bon, nous allons effectivement mettre en cause Paris, nous allons également nous adresser aux Corses, parce que les institutions aujourd'hui nous donnent aussi davantage de pouvoir, davantage de poids, donnent davantage de poids à notre parole lorsque nous nous adressons aux Corses. Et nous allons demander qu'il y ait des mobilisations populaires. Par exemple, il y a quelque chose qui va arriver très vite et qui est très important, la question de la fiscalité du patrimoine. La question de la fiscalité du patrimoine, en 2018, si nous n'avons pas ça bouge avancé, pas beaucoup là non plus. Hein. Mais ça bouge. Alors, je regrette, nous avons pris le dossier à bras-le-corps, avec les moyens qui sont les nôtres. Donc, j'ai pris l'initiative de charger le bâtonnier de Bastia d'une expertise. Dans les jours à venir, le rapport sera rendu, puisque cela a été fait à un délai extrêmement bref. Nous allons, il y a Bercy, il y a le gouvernement, il y a le Conseil constitutionnel, il y a eu quand même quelques modifications, nous allons voir, et nous allons en tout cas livrer cette bataille. Mais cette bataille va se livrer peut-être aussi à travers une mobilisation populaire. Et cette mobilisation populaire, simplement... N'excluez pas le rapport de force. Mais nous n'excluons pas, non seulement nous n'excluons pas, mais nous pensons que ce rapport de force risque d'être inévitable. Mais dans un an, il y a une élection présidentielle. Alors la gauche, c'est la première fois depuis qu'elle est aux affaires, a fermé toutes les portes sur tous les dossiers. Vous comptez sur la droite pour les entrouvrir? Non, vous savez, nous ne choisissons pas les responsables français. Nous essayons de choisir les nôtres. Mais justement, mais après, on fait avec ce que nous avons. Notre poids est quand même très limité pour la désignation des responsables parisiens. Nous avons discuté avec la gauche, historiquement. Nous avons discuté avec la droite, historiquement. Là, nous sommes face à un gouvernement de gauche qui est extrêmement affaibli, il faut bien le dire. Hein, même s'il voulait faire une révision constitutionnelle. Ça non, à attendre, il y a un certain nombre de sujets peut-être sur lesquels nous pouvons avancer. La question, par exemple, la question des entreprises. Aujourd'hui, il y a cette mobilisation des entrepreneurs, des socioprofessionnels que nous soutenons. Il faut à un moment donné que le gouvernement prenne en compte ces demandes qui sont faites. Parce qu'il y a des situations de détresse de la part de ces entreprises, qui sont de petites entreprises. Il s'agit d'entreprises entre 3 et 10 salariés. Sur la droite
Alors la droite, mais si nous avons demain un gouvernement de droite à Paris, nous allons dire exactement la même chose pour notre part. Nous allons dire ce pourquoi nous avons été mandatés, tout simplement. Nous allons revenir avec nos demandes, s'agissant de l'amnistie des prisonniers, s'agissant, bien entendu, de la co-officialité de la langue corse, du statut de résident, du statut fiscal, du développement économique que nous voulons provoquer. Mais s'agissant, par exemple, du développement économique, c'est très important, de la question de l'emploi, il y a des choses qui peuvent se faire, y compris pendant ces 2 ans. Bon, lorsque nous lançons la démarche de la charte en faveur de l'emploi local, mais nous espérons une réponse dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. Sur la revendication de l'amnistie, c'est très dur en ce moment. Très dur. Vu le contexte de terrorisme, c'est très dur parce il y a une volonté de renforcer et justement de tourner davantage le tour des géoles. Entre nous. Et même sur le rapprochement des prisonniers, qui est quand même moins important tout à fait. en matière... Non, mais tout à fait. Mais là aussi, il y aura, à un moment donné, des mobilisations. Il y a déjà eu des mobilisations, notamment la jeunesse est particulièrement motivée, et il y a eu donc un certain nombre de démarches qui ont été engagées. Nous n'allons évidemment pas reculer sur toutes ces questions. Mais encore une fois, moi je suis persuadé que dans les 2 ans, nous allons avancer sur certains sujets, sur d'autres, ça sera beaucoup plus difficile. La question de l'amnistie est c'est vrai, très difficile. La question de la co-officialité du Corse, la question du statut de résident. Mais nous allons avancer sur d'autres choses. Et nous allons faire notre travail. Et nous allons montrer aux Corses que nous sommes aux responsabilités pour travailler. Et puis, à un moment donné, eh bien, il n'y a aucun gouvernement, de gauche ou de droite, qui, sur le moyen terme, pourra s'opposer de manière résolue et définitive à ces demandes. Et je veux vous dire sincèrement, ce qui s'est passé en décembre, c'est fondamental. Nous sommes extrêmement sereins parce que le temps travaillait contre nous. Et depuis décembre, le temps travaille pour nous. Nous sommes persuadés que nous allons arriver à nos fins. Vous n'avez eu aucun signal sur une échéance de 2017 qui pourrait être reportée? Écoutez, on le dit, l'échéance de... 2000 territorial, je parle. Un an de plus pour l'Assemblée. Bien sûr, un an de plus pour l'Assemblée, oui. C'est ce qu'il se dit au cas où nous ne serions pas prêts pour la collectivité unique. Nous ne le souhaitons pas, et nous l'avons dit à Manuel Valls, nous souhaitons que les choses se fassent dans le temps parce que nous en avons besoin de cette collectivité unique. Ce n'est pas un caprice. Une autre fois, parce qu'on arrive en fin d'émission. Juste une dernière question. Au mois de juin prochain, il y a les élections 2017, législatives. Démarche commune avec FEM ou chacun de son côté, on se rallie au 2e tour? Nous n'avons pas encore eu le temps d'en discuter parce que nous travaillons sur tous les autres dossiers qui intéressent davantage les Corses. Mais en tout cas, s'agissant, vous me demandez mon avis, je suis pour évidemment une démarche commune de l'ensemble des nationalistes, une démarche coordonnée. Ça nous paraît tout à fait nécessaire. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une majorité et cette majorité doit... non, je crois que ça n'est pas à l'ordre du jour. J'ai beaucoup de travail par ailleurs, comme vous ne l'ignorez pas. Jean-Guy Talamone, ce sera là votre conclusion. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Roger Jérôme. Merci à vous. Avant de vous quitter, je vous présenterai cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Fjordigart, FLNC, Memoria d'Aban, 1976-2016. C'est pas une parution clandestine. C'est un recueil de textes dont le fameux livre vert paru en 1977, ainsi que d'autres textes de la même veine. Voilà. Contraste est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Ce sera Pierre Ferracci, le PDG du groupe Alpha et membre du Conseil d'orientation pour l'emploi. Intanto passatevi una buona settimana e una buona serata. A presto.